Bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes 12 volontaires en service civique auprès des Cités d'Or, une association d'éducation populaire centrée sur la pédagogie active. Elle s'adresse plus particulièrement aux jeunes et en personne, au questionnement, afin de les accompagner et à trouver et à créer leur place dans la société, et ainsi favoriser l'inclusion sociale et humaine du plus grand nombre. Actuellement, nous sommes en école buissonnière, c'est une aventure unique de ciment ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans. Nous nous retrouvons tous les jours pour travailler sur des projets et à participer à des activités sociales, culturelles et civiques. Dans ce programme, nous enrichissons grâce à l'interconnaissance, à la découverte et à la mixité sociale. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ce soir pour notre audition publique, projet phare de nos 6 mois d'engagement. Il s'agit d'un événement au cours duquel nous invitons une personnalité au parcours inspirant afin de lui poser des questions en lien avec notre parcours de vie. Cet échange a pour but de nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure grâce à la parole et à l'expérience de notre invité. Pour cette audition, nous recevons Monsieur Youssef Badr. Merci beaucoup pour votre présence. Après avoir échoué une première fois à l'examen de magistrature, et pour cause, vous ne connaissiez pas la recette des crêpes Suzette, vous êtes aujourd'hui magistrat et vice-président du tribunal de Bobigny. Ayant fait face à de nombreuses injustices dans votre parcours, vous avez monté une association, la Courte Échelle, qui met en place un système de parrainage entre étudiants et professionnels du droit, estimant que ce droit devrait être accessible à toutes et à toutes. Mais vous n'êtes pas que ça. Sur votre temps libre, vous aimez écouter du rap et faire du sport. La soirée, découpée en 3 actes, va d'abord aborder le thème de la construction de soi, pour parler ensuite du cheminement dans la vie et finir par la façon dont on peut faire face à certaines difficultés. Les volontaires vont tour à tour vous poser une question qui fait écho à leurs enjeux personnels et qui résonne dans votre parcours. C'est un moment pendant lequel nous nous livrons sur nos histoires, nos aspirations et nos envies. C'est un instant de grande vulnérabilité pour nous. C'est pourquoi nous vous demanderons d'accueillir nos propos avec respect et bienveillance. Et pourquoi pas d'imaginer cette soirée comme un temps suspendu dans votre quotidien. Et pour en profiter pleinement, merci d'éteindre vos téléphones. Je laisse maintenant Cléa aborder le premier acte de notre soirée. Bonsoir. Nous sommes les 4 premiers à vous rencontrer et nous allons vous raconter notre histoire sur le thème de notre acte 1, la construction de l'individu. Je vais donc passer la parole à Eddy. Bonsoir Youssef Badr, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Eddy Masmoudi, j'ai 17 ans. Je suis volontaire à l'association Les Cités d'Or et je vais lancer la première question de la soirée. Du coup, j'ai grandi dans une famille très soudée. Ma mère a toujours beaucoup fait pour nous au quotidien. Elle prenait en charge les tâches de la maison comme préparer les repas et gérer beaucoup de choses au quotidien pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel et avancer dans de bonnes conditions, sans stress, en toute sérénité. Elle a toujours été quelqu'un de très présent qui nous a transmis des valeurs de respect, de solidarité et de persévérance. Avec ma sœur, on a toujours été très proches, on s'entraidait beaucoup et on avançait ensemble dans cet esprit de famille. En découvrant votre parcours, j'ai compris que vous avez grandi dans une famille très présente, notamment avec votre sœur qui a aussi joué un rôle important dans votre vie, en vous soutenant à différentes étapes, comme en vous accompagnant à vos examens ou en vous donnant ses fournitures scolaires. Je n'ai pas de doute que ce cadre familial a été un facteur de réussite. Ma question est donc, quel est l'impact que votre famille a eu sur votre parcours et la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, et à quel point ce cadre familial vous a permis de tracer votre propre route? Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis très content d'être parmi vous ce soir à Lyon. Dans quelle mesure ma famille a joué un rôle pour moi? En fait, la famille, ce qui est paradoxal, c'est que mes parents sont partis du Maroc, donc dans les années 70-80, fin des années 70-80 en France, donc ils sont arrivés donc au Maroc, ils ne parlaient pas un mot français, et en fait avec mes frères et sœurs qui ne parlaient pas également la langue française et qui du coup ont appris le français à l'école. Et en fait, mon petit frère et moi, nous sommes nés en France. Et à la maison, on ne parlait pas du tout de l'école, de l'importance de l'école et tout. C'était vraiment des
des préoccupations primaires, je dirais, à savoir comment on allait vivre le lendemain ou le mois prochain et qu'est-ce qui allait rentrer comme argent. Donc du coup, ça a développé une solidarité très forte dans la famille, même si ça a été souvent difficile et parfois tendu, mais du coup ça a développé une solidarité très forte, comme d'ailleurs chez beaucoup de mes voisins dans l'immeuble où on habitait, et beaucoup de débrouillardise au sens positif du terme. C'est-à-dire que ma mère, elle nous regardait, et elle regardait comment on grandissait, à partir du moment où elle évaluait qu'on était en capacité de rapporter de l'argent à la maison, peu importe que ce soit qu'on ait le droit légalement de travailler ou pas, elle nous disait, toi tu pars travailler, toi tu vas chercher du travail. En fait, on faisait les marchés, donc on les a tous faits à partir de 16-17 ans, et en fait c'est vrai que ça a beaucoup soudé la famille. À l'époque, on se plaignait beaucoup, moi le premier. Je disais que c'était des parents indignes, que c'était pas normal, j'avais pas le droit, je pouvais pas travailler, j'avais pas envie. Elle me levait à 5h du matin le dimanche pour aller au marché d'Argenteuil, qui était à une 40aine de kilomètres, donc il fallait prendre le train en plein hiver et tout, j'avais pas envie. Mais c'est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur après, quand j'ai grandi, j'ai compris que ça nous avait quand même rendu beaucoup plus forts et beaucoup plus solidaires, même si aujourd'hui je ferais pas le 20e de ça pour mes enfants, naturellement. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que quand je suis arrivé à l'université, j'étais conscient que mes parents ne pouvaient pas m'aider dans mes études, à part m'aider avec à m'acheter des bouquins, enfin je veux dire le code civil, le code pénal, qu'il fallait renouveler tous les ans, sachant que je sais que ça fait un peu vieux, mais à l'époque il n'y avait pas de smartphone, on n'avait pas tout sur internet, donc en fait on allait à la bibliothèque, on photocopiait des livres, on photocopiait les documents dont on avait besoin, on empruntait les livres à la BU, et en fait mes parents, même s'ils ne savaient pas ce qu'on faisait, ils ont toujours été très 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 présents. Et en fait, quand j'ai eu des moments de compliqués dans mes études, parce qu'en fait, ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, la première licence, je l'ai abandonnée, la deuxième, je l'ai passée au rattrapage, j'ai fait beaucoup de jobs étudiants, le concours, je l'ai raté la première fois, je me suis dit, je vais tout laisser tomber et tout. Et en fait, à chaque fois que j'ai eu des grosses difficultés, ils ont toujours été présents et tout. Et en fait, c'est plus tard, en étant à l'ENM, en partant de chez moi à 600 km de la maison, pendant 3 ans, que je me suis rendu compte, en étant parti, qu'en fait, mes plus grands soutiens et la plus grande aide que j'avais reçue, c'était en fait ma famille et mes parents, mes frères et sœurs, puisqu'en fait, quand on a une galère dans la vie, en fait, il n'y a qu'eux qui sont là et qui sont présents. Donc c'est pour ça, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, ne cherchez pas à regarder dans l'assiette du voisin en se disant « Ah, mais ils ont des parents qui sont plus fortunés, qui peuvent plus aider. » Oui, c'est vrai, c'est plus facile, mais ça veut pas dire que vos parents ils sont pas d'une aide précieuse et voilà. Et ça, je pense, c'est très important de s'appuyer sur sa famille quand on a la chance d'avoir des parents, des frères et sœurs et tout. En fait, il n'y a pas une famille pour moi qui est au-dessus des autres. Votre famille, elle est présente pour vous. Et moi, en fait, malgré mes parents paysans, analphabètes, illettrés et tout, en fait, c'est la réussite, je la dois à eux, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Je m'appelle Cléa, j'ai 18 ans, et depuis le lycée, je ressens une forte pression autour de la réussite. Contrairement à certaines personnes qui ont un métier de rêve, je n'ai jamais vraiment eu de vocation. J'ai obtenu un bac général, puis je me suis orientée vers un BTS tourisme, parce que cela me semblait possible, notamment pour devenir hôtesse de l'air. J'ai finalement arrêté mes études, alors que j'étais certaine d'avoir mon diplôme, grâce à de très bonnes notes, mais même aujourd'hui, je ne sais pas encore précisément ce que je veux faire. Je n'ai aucune passion, mais j'aime beaucoup de choses. Je considère que je n'ai aucun talent, que je ne fais pas quelque chose mieux que les autres. Je suis une personne très angoissée et la vie en général me stresse. Le fait que je ne veuille rien faire fait que j'ai un poids sur les épaules constant, car personne ne comprend mes décisions. Et certains me considèrent comme fainéante ou même stupide de ne pas vouloir faire d'études et de me contenter de travail alimentaire. Et pour être honnête, c'est quelque chose qui me rend très triste au quotidien. Je comprends le fait de faire des études, mais à quoi bon, vu que rien ne m'anime? J'aimerais juste trouver une étincelle. En découvrant votre parcours, j'ai appris que vous n'aviez pas forcément prévu de devenir magistrat dès le départ et que certaines personnes que vous avez rencontrées ont joué un rôle important dans votre orientation. J'aimerais donc vous demander à quel moment avez-vous compris que vous étiez sur la bonne voie et pensez-vous qu'il soit nécessaire d'avoir une carrière réussie pour être épanoui et avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie? C'est une question.
c'est une question philosophique. Ça. Je ne sais pas si je vais... On m'a donné un temps réduit pour répondre aux questions, donc je vais essayer de m'y astreindre. Alors déjà, je voudrais vous rassurer. Je te vous vois, hein, évidemment. Je voudrais vous rassurer. Moi, je n'ai jamais eu de projet professionnel, que ce soit évidemment à l'école primaire, vous en doutez bien, au collège, au lycée. Au lycée, je me suis jamais posé la question en fait de savoir ce que je ferais plus tard, et à l'université non plus. Je suis arrivé par accident en fait, par hasard, en droit, et même pas à la fac de droit. J'étais atterri à l'IUT. Parce qu'en fait, c'était la seule structure qui m'avait accueilli, de Villetaneuse, donc l'Institut universitaire de technologie. Je connaissais mes capacités, mais je connaissais aussi la façon dont je fonctionnais, donc je savais que si j'allais à l'université, c'était le chaos. Voilà, sans cadre, sans rien, pour moi, c'était le naufrage assuré. Donc, je me suis dit que l'IUT me donnera un cadre. En fait, c'est fou la vie, parce que quand on regarde, évidemment, à la place qu'est la mienne aujourd'hui, quand je regarde avec le recul, c'est toujours plus facile à analyser. En fait, il y avait peu de choses qui me passionnaient, pareil, mais allez savoir pourquoi, j'étais passionné par la cour d'assises. En fait, j'allais, quand j'étais petit, à la cour d'assises de Pontoise, quand je savais qu'il y avait des procès. Et donc, du coup, j'allais et je m'asseyais dans le public et je regardais le procès. J'étais même pas encore étudiant en droit, enfin, quand j'étais au lycée. Et ensuite, je continuais quand j'étais étudiant en droit. Pourquoi? Je sais pas, j'étais fasciné. Et je me souviens que je commentais en fait dans ma tête, je me disais, mais le président, il a rien compris, c'est pas du tout ça l'enjeu du procès. Les questions qu'il pose, elles sont pas bonnes. Et je me souviens que à l'époque, enfin c'est encore le cas aujourd'hui, mais dans le Val d'Oise, il y avait beaucoup de rixes entre bandes. Et donc du coup, et en fait, Cergy-Pontoise, c'est une agglomération, mais tout le monde en réalité se connaît. On connaît tous le frère de quelqu'un. Et en fait, il m'est arrivé de suivre des procès où malheureusement ça s'est soldé par un drame. Et je voyais le président ou la présidente, la manière dont elle abordait les débats, les questions que posait le procureur et tout. Je me disais, mais c'est pas possible de ne pas avoir compris. Alors je sais pas ça, quelle est la question qu'il faut poser, c'est ça. En fait, et en même temps, j'étais dans le public et donc j'entendais aussi ce que le public disait. Et donc je me disais, je suis pas totalement loin de la vérité. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête, mais j'en ai jamais fait, ça m'a jamais travaillé. Et en fait, en arrivant à la fac de droit, je me suis dit que le droit, c'était quand même un outil quand même assez fantastique, parce que si on était un petit peu besogneux, un petit peu ouais, travailleur, organisé et tout ça, le fait de maîtriser les règles juridiques, que ce soit en civil, en pénal, en droit de la consommation, ce que vous voulez, ça vous donnait quand même des armes assez redoutables. J'avais toujours pas d'idée de ce que je voulais faire. J'ai passé première année, deuxième année, la troisième année, j'ai vogué vers des jobs étudiants, donc j'ai disparu de l'université. Deuxième, troisième année, pareil, j'ai tout passé au rattrapage. Maîtrise, je me suis rattrapé et tout. Et en fait, c'est vraiment en fin de parcours que lors d'une discussion avec un prof, il nous a posé des choses de manière très simple en disant, c'est quoi qui vous intéresse dans la vie? Est-ce que vous voulez être spectateur ou décideur? Alors nous, comme on était des fortes têtes dans le groupe de TD qu'il avait, nous, on disait tout de suite, on veut décider. Et donc du coup, il nous a dit, en fait, si vous voulez décider, il n'y a pas 1000 métiers. Dans le droit, c'est la magistrature. Voilà. Mais donc je suis parti parce que j'étais quelqu'un de très orgueilleux, qui c'est pas du tout une qualité. Et donc du coup, je lui ai dit, ok, comment on fait? Je vais préparer le concours. Alors, ça a été 2 années très 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 difficiles, puisque j'ai fini en burn-out, mais je l'ai eu. Et en fait, pour vous dire, en arrivant à l'ENM, je savais toujours pas si j'étais à ma place. Je savais toujours pas si ça m'intéresserait. Et en fait, en allant en stage juridictionnel, alors déjà j'avais déjà une petite idée parce qu'il y a 8 mois de formation théorique à l'ENM, et c'est vrai que les intervenants, c'était quand même des intervenants de très grande qualité. On avait des cours passionnants dans plein de domaines différents. Et en fait, en arrivant en stage juridictionnel, donc où vous passez dans toutes les fonctions, et en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, pour juger les gens, il faut aimer les gens pour être juge. Et en fait, j'ai compris j'ai compris ce que signifiait cette phrase, parce qu'en fait, moi, j'adore les gens. En fait, j'adore les gens, j'adore discuter avec les gens, y compris les gens, surtout les gens que je ne connais pas, leur vie, leur truc, et notamment quand ils viennent au tribunal, et encore plus à la place qui est aujourd'hui la mienne, comme président de chambre correctionnelle. Et donc du coup, c'est un métier qui est incroyablement humain. Et en fait, c'est un peu, je pense, comme un médecin qui doit avoir des patients tous les jours. Et c'est là, en stage, que j'ai compris que ce métier, il me plairait. Voilà. Mais très tardivement, en fait, je vais raconter en 2 secondes, parce que j'ai déjà parlé trop longtemps, mais j'ai un ami qui était brillant, probablement le plus brillant que j'ai. Il a fait médecine. Il a pris son premier poste et puis il a décidé qu'il ne le ferait pas. Parce que ça ne l'intéressait pas.
En fait, moi, je m'estime être chanceux, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, je ne savais pas si ça me plairait et ça m'a plu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la situation dans laquelle vous êtes, il y en a plein qui sont comme vous, en fait. Et il y en a aussi plein, je pense, dans mon entourage, qui vont au travail, mais qui sont malheureux. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est que je pense que c'est sain de se poser la question maintenant. Et je suis sûr que vous trouverez un jour où vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, c'est ça que je veux faire, c'est sûr. Vraiment. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais passer la parole à Tania maintenant. Merci. Bonsoir Youssef. Je m'appelle Tania et j'ai 22 ans. Lors de ma scolarité, au début, j'ai eu un parcours plutôt classique, primaire et collège public, lycée général avec spécialité physique-chimie, SVT et maths, jusqu'à que j'entre dans une licence d'art du spectacle. Et au conservatoire de théâtre à Besançon, où j'ai découvert ce qui allait devenir une passion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai intégré le monde de la scène, j'ai compris que j'allais plus le quitter. J'avais donc pour projet de devenir intermittente, seulement ce n'est pas aussi simple. J'ai grandi dans une famille portugaise, avec mon grand frère qui est agent de sécurité, ma mère femme au foyer, mon père électricien, par qui j'ai été poussée à faire un métier stable et qui rapporte de l'argent. Dans mon enfance et mon adolescence, j'ai été très peu initiée à la culture française. La seule fois où j'étais au théâtre, c'était avec l'école. Le problème, c'est que j'ai vite réalisé que le domaine professionnel de la scène n'était pas ouvert facilement à tout le monde. Je suis entrée dans une classe où une grande partie des gens connaissaient tous les classiques, les auteurs contemporains et les spectacles en vogue. Par exemple, dès la première réunion, une professeure a exclamé « Le premier qui me donne la date de naissance de Molière a un point en plus au prochain contrôle ». Je dirais que 80% de la classe a levé la main et là, précisément, j'ai su que j'avais du taf. Lors de votre parcours, vous parlez d'une scolarité compliquée, de difficultés à croire en vous et de quelle est votre place dans une classe où vos camarades ont grandi dans un environnement privilégié. Aujourd'hui, vous avez avancé jusqu'à avoir la carrière que vous possédez. On peut dire que pour arriver là où vous êtes, il a fallu beaucoup vous accrocher. Vous êtes entré dans un milieu sans avoir les outils et les contacts. Vous avez douté du fait de pouvoir réussir et pourtant vous l'avez fait. Au vu de votre parcours inspirant et semé d'embûches, j'ai eu l'envie de vous poser 2 questions. La première, quand on arrive dans un milieu qui exige d'avoir des connaissances précises et des contacts que nous ne possédons pas, contrairement à d'autres, comment garder la motivation d'aller plus loin ? Et la deuxième, comment vous avez géré le fait que certains de vos proches vous faisiez comprendre que ce n'était pas la voie que vous deviez emprunter ? Alors sur la première question, je dirais que le plus difficile, c'est pas une fois qu'on est à l'école. Une fois qu'on est à l'école de la magistrature, on est comme dans un, j'allais pas dire dans un poisson, comme un poisson dans l'eau, mais presque en fait. À partir du moment où j'étais à l'école, je savais que j'étais à ma place. Voilà, la scolarité s'est très très bien passée. Et voilà, c'était plutôt des différences avec mes autres co-auditeurs. Donc c'était en 2008. Ça commence à dater maintenant, ça fait presque 20 ans. C'est juste des centres d'intérêt qui étaient différents, où je me rendais compte qu'effectivement, on n'avait pas du tout la même scolarité, la même enfance et tout, et les mêmes centres d'intérêt. Ce qui est difficile, en fait, et ce que j'ai eu du mal à vivre, parce qu'il a fallu... ça a été l'admission au concours, en fait, la préparation au concours. Parce qu'il y a 2 épreuves qui existent encore aujourd'hui, qui à l'époque terrorisent encore aujourd'hui beaucoup d'étudiants qu'on accompagne à la courte échelle, et d'autres d'ailleurs, qui sont l'épreuve de culture générale à l'écrit, et surtout le grand oral, qui était encore plus à l'époque une vraie épreuve de culture générale. Et je vais vous répondre, même si je sais qu'il ne faut jamais répondre par un exemple, mais je vais vous répondre par un exemple. La première fois que j'ai passé le concours, j'avais bossé comme un âne, vraiment, mais comme un malade. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais convaincu de ne pas avoir les écrits, alors que j'avais travaillé. Et en fait, je les ai eus. Donc en fait, j'ai laissé passer juillet et août, et donc sans avoir rien fait. Et en septembre, je me suis rendu compte que j'étais sur la liste des admissibles. La lettre qui était tirée au sort, donc chaque année on tire une lettre. Donc la lettre qui était tirée au sort, c'était W, donc en fin de l'alphabet il n'y avait personne, et ensuite on arrivait à B, BA, et donc je passais dans les premiers. Donc quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il était hyper anxieux, ou elle était hyper anxieuse. Je veux dire, moi je suis la définition même de l'anxiété et du stress. Je veux dire, je ne suis qu'anxiété et stress depuis tout petit, donc je me suis mis dans un état pas possible.
Mais j'étais tellement content. Je sais pas si vous savez, le grand oral à l'ENM, comme pour l'ENA, c'est public. Donc il y a des gens qui peuvent venir. Il y a des gens qui viennent. Et j'étais tellement content, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense dans un moment de folie, j'ai dit à ma sœur, bah viens. Et bon, énorme erreur. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte. Ça a été un des événements les plus durs et les plus violents socialement que j'ai eu à vivre parce qu'en fait, le premier grand oral, on parle souvent de la recette de la crêpe Suzette, mais ça, c'est un détail parmi ça s'est hyper mal passé parce qu'en fait, ça n'était que des questions de connaissances et je me suis rendu compte à quel point j'étais à l'ouest complet sur plein de réponses en fait. Et ma sœur avait assisté aux oraux depuis la matinée, donc moi je piochais un sujet et elle a compris avant moi que ça allait mal se passer. Quand on est sorti, elle m'a dit mais j'étais à l'oral de 2 filles avant toi et elle m'a dit les 2 filles, c'était impressionnant. On leur demandait la date de naissance de Jean Jaurès, elle leur donnait la date de naissance, quasiment la ville de naissance, la racine latine de tel mot, ça veut dire ça et tout. Moi, j'étais à l'ouest. Et d'ailleurs, la deuxième fois, ça a mal commencé, puis finalement, ça s'est très bien terminé. Mais donc, c'est ça, en fait, le plus difficile, c'est d'arriver dans un univers où on n'a pas la culture académique. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'on n'est pas fait pour ce métier-là. Mais c'est juste que malheureusement, il y a beaucoup de professions dans lesquelles, notamment des concours de la fonction publique, dans lesquelles il faut avoir une culture académique pour pouvoir y prétendre. Et sur la deuxième question, en fait, c'est que je pense fondamentalement que aucun membre de ma famille, mais vraiment, pour le coup, ne s'est dit « il va réussir ». Je pense qu'ils m'ont toujours encouragé, mais ils se sont tous dit « le pauvre, il rêve ». Vraiment. Le pauvre, il rêve, comme je pense beaucoup de mes voisins et tout. Et quand j'ai eu l'ENM, la deuxième fois, je me rappelle, un de mes grands frères m'avait regardé, je partais faire les inscriptions administratives en décembre 2007, pour faire partie de la promo 2008, en janvier. Et je me rappellerai toujours, j'étais devant la porte de l'appartement, je partais à Bordeaux, et il me regarde de la tête aux pieds et il me dit « J'arrive pas à croire que tu vas être magistrat, toi. » Comme les types qu'on voit à la télé, comme les types qui ont jugé notre pote, le voisin, le truc et tout. Il dit, j'arrive pas à croire. Et c'est vrai que sur le coup, je me dis, mais je me suis dit, bah si, en fait. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est juste que je pense que les gens ne peuvent pas comprendre, mais vraiment ne peuvent pas comprendre quand ils l'ont pas vécu, en fait. Quand ils l'ont pas vécu. Quand vous n'avez personne de votre entourage, que ce soit famille, proche, voisin, cousin et tout, dans ces métiers-là, en fait, les gens ne comprennent pas que c'est quasiment impossible pour des jeunes comme nous de se projeter dans des fonctions comme ça. Je parle de juge, mais ça peut être l'ENA, ça peut être tous les postes de hauts fonctionnaires, commissaires de police, que vous voulez. C'est impossible. Ça n'est pas se victimiser ou se dire oui, ils en font des caisses, quand on veut, on peut. C'est pas vrai. C'est que c'est impossible. Moi, je suis allé à la préparation de ce concours avec un prof qui m'aidait mentalement, un prof qui m'aidait méthodologiquement et un magistrat qui était là pour me remonter le moral et pour me convaincre que j'étais capable de le faire. Donc j'avais un staff de 3 personnes, sans compter ma famille, mes frères et sœurs et tout. Si je fais le résultat, pour une personne, il y avait au moins 15 personnes en fait. J'avais un staff, c'est comme si j'allais... c'est comme, je sais pas moi, un joueur de foot de l'équipe de France au mondial, entre son nutritionniste, son coach mental, son entraîneur principal, le kinésithérapeute et tout ça. Voilà. Et en fait, les gens ils ne se rendent pas compte que l'école en fait est tellement pas en capacité de nous donner le bagage culturel, académique, et puis la conviction en fait que ces métiers-là sont faits pour nous, qu'en fait après on est obligé de déployer des moyens de dingue pour pouvoir permettre à une personne d'accéder au concours, et en plus sans garantie. Moi, si un prof m'avait pas dit, écoute, franchement, ça fait 2 ans que tu es dans mes TD et en amphi, je peux te garantir qu'avec du travail, tu peux intégrer la magistrature. Vraiment, crois-moi. S'il m'avait pas dit ça, jamais j'aurais préparé le concours et jamais je serais là aujourd'hui à discuter avec vous. Donc voilà. Donc pour te répondre, oui, à l'école, je me suis senti plutôt bien, mais j'ai gardé très peu d'amis de la promo, très très peu, parce que j'avais pas de centre d'intérêt. Et oui, le regard le plus stupéfiant, c'était ceux de ma famille en fait, qui se disaient mais en fait il a réussi ce con. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Je vais vous passer Cindy. Bonsoir, je m'appelle Cindy, j'ai 16 ans.
Quand j'étais en troisième, j'ai redoublé à cause de nombreuses absences. À la fin d'année, je voulais vraiment intégrer une filière générale, avec l'idée de faire des études de droit. Mais j'ai été refusée. On ne me proposait que des filières professionnelles, ce qui m'a beaucoup attristée à l'époque, parce que j'avais l'impression que mon projet ne comptait plus et que les portes se fermaient devant moi. Comme je n'avais pas obtenu ce que je souhaitais, j'ai redoublé ma troisième en espérant avoir une nouvelle chance. Mais l'année suivante, malgré mes efforts, j'ai de nouveau été refusée dans les établissements que je visais. J'ai alors intégré un bac professionnel en service à la personne, le SAPAT. Pourtant, j'avais toujours l'idée du droit dans un coin de ma tête. Alors, j'ai fini par arrêter cette formation en cours d'année. Aujourd'hui, j'effectue un service civique au Cité d'Or où on m'a proposé une mission en EHPAD. Et cette expérience a complètement changé ma vision des choses. Au contact des résidents, j'ai découvert que j'aimais accompagner les autres. Et je me suis rendu compte que le SAPAT correspondait finalement à ce que je voulais faire. Avec le recul, je comprends que les refus que j'ai vécus m'ont mené vers une voie qui me correspondait davantage. Toutefois, je suis bien consciente qu'un bac professionnel m'ouvrira moins de portes qu'une formation générale. Et je continue malgré tout de penser que j'avais ma place en général. Ma question est donc, on vous a dit qu'il valait mieux aller en filière professionnelle alors que vous aviez les capacités d'aller en général. Moi aussi j'ai vécu une orientation que je ne souhaitais pas au départ. Comment avez-vous fait pour continuer à croire en vous malgré le regard négatif des autres et le regard cassant des professeurs ? En fait, je me retrouve dans ce que tu dis, puisque alors j'y ai échappé en troisième, mais en troisième, j'ai appris par un délégué de classe que je devais partir en BEP. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, puisque j'avais des plutôt bons résultats, donc j'y ai échappé grâce à mon délégué, que j'ai jamais revu de ma vie d'ailleurs, enfin après le lycée, Eric Gomez, si jamais il nous entend un jour, que je remercie, auquel je pense très régulièrement, mais vraiment en plus, je pense très régulièrement à lui, puisqu'il m'a sauvé la mise, il le sait pas, mais il s'en rend pas compte, mais c'est vrai. Donc je me souviens toujours, il est venu en après-midi de mois de juin, comme aujourd'hui. On est en juillet, mais de juin, il faisait beau, et on nous attendait devant le collège avec des copains. Il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit c'est bon, tu passes en bac général, Youssef, et en seconde générale. Et je me suis dit mais je comprends même pas pourquoi. Alors en fait finalement, j'ai été rattrapé l'année d'après, puisque je voulais aller en ES et je suis allé en techno. Pareil, parce qu'on estimait que c'était plus prudent pour moi d'aller là-bas. Moi, j'avais pas du tout le recul que tu as aujourd'hui. Je sais pas à tort ou à raison, mais tu sais, on me disait tu vas là, j'y allais en fait. Voilà, parce que j'avais pas du tout cette optique de réussite. J'avais pas de projet, donc j'ai fait mon parcours, et en fait avec le recul aujourd'hui, parce que je m'en suis rendu compte à l'université, même en étant arrivé, alors j'ai eu mon bac, je voulais absolument avoir mon bac et partir du lycée que je pouvais plus voir. Je pouvais plus voir mon lycée et certains profs qui y étaient, donc mon objectif c'était de me taire et d'obtenir mon bac et de partir. Et en fait finalement j'ai réatterri dans une filière technologique, donc à l'IUT, et en fait j'ai appris un truc à l'université, qui est un truc en fait qui vaut dans la vie de tous les jours. C'est qu'en fait, si tu travailles, tu vois, quand tu t'impliques dans un truc qui te plaît, généralement les résultats y suivent. Et en fait, quand je suis arrivé à l'IUT, je me suis dit, le droit me plaît, il faut que je regarde comment je peux faire pour rejoindre le cursus général. Et en fait, une prof m'a dit, en fait, quand tu as plus de 12 de moyenne à l'IUT, tu peux rejoindre donc ce qui est l'équivalent de la L3, ce qui s'appelait la licence tout simple à l'époque. Et en fait, comme ça me plaisait, et du coup, j'ai fait en sorte d'avoir les meilleurs résultats possibles pour pouvoir partir en filière générale. Et en fait, il y a un truc que vraiment, puisque j'en ai vu des trajectoires d'étudiants maintenant depuis 5 ans à la courte échelle, on a aidé près de 15 000 étudiants en droit, donc on a quand même un regard aujourd'hui assez précis sur les trajectoires. Bien sûr qu'il y a des étudiants on n'a pas aidé tout le monde, et on n'a pas pu aider tout le monde, il y en a qui malheureusement n'ont pas pu... voilà. Mais une grande majorité d'entre eux, ils ont fini par trouver une voie qui leur convenait. Tu vois, ils ont fini par trouver une voie qui leur convenait. Tu vois, soit l'objectif, tu le réussis, c'est-à-dire que tu as un objectif précis, tu y vas et tu le réussis. Soit tu finis toujours par trouver j'allais pas dire une porte de sortie parce que c'est un peu, mais un poste ou un métier qui va finir par t'intéresser. Je donne un exemple, il y a beaucoup d'étudiantes qui voulaient préparer le concours de l'ENM, qui est un concours très exigeant, donc on le sait, voilà. Elles ont préparé le concours, il y en a plein où j'étais sûr qu'elles l'auraient. Elles ne l'ont pas eu. Au final, tout ce qu'elles ont emmagasiné comme connaissances, comme méthodologie et tout ça, nous, on leur a dit, écoute, prépare d'autres concours à des niveaux équivalents. Et en fait, elles sont toutes réussies haut la main par la suite des concours, dans des postes
pas loin, soit commissaire de police, soit aux douanes, dans des postes importants et tout. Et elles sont aujourd'hui hyper contentes. Ça ne les empêchera pas plus tard, par des passerelles, si elles le souhaitent, de revenir ou de venir dans la magistrature. Donc, ce que je veux te dire, ma réponse, j'ai fait une longue digression pour te dire que je pense que le plus important, c'est que tu sois dans une filière qui t'intéresse. Ça, c'est la première des choses, hyper importante. Même si, au départ, au lycée, tu dois suivre un canevas, tu vois, qui t'est un peu imposé. Le collège, le lycée, pour moi, l'objectif ultime et le seul, c'est d'avoir le bac. Parce que c'est la porte, le bac qui ne sert absolument à rien, mais c'est d'avoir mais qui t'ouvre les portes pour les études supérieures. Pour moi, ton objectif, c'est d'avoir ton bac, et ensuite, tu as largement le temps ensuite de choisir la voie que tu auras envie. Dis-toi, encore une fois, je te le dis, mais parce que c'est quand même important, moi je vois des étudiants ou des lycéens parfois qui se tordent les doigts en me disant je sais pas ce que je veux faire. Je leur dis, moi je me suis décidé en 5e année, si tu veux. Tu vois, on a le droit d'être indécis, on a le droit de pas savoir ce qu'on a envie de faire et de se décider plus tard. Et puis tu sais, la vie, même si elle réserve des surprises parfois un peu malheureuses, elle est quand même assez longue. Et à l'âge qui est le vôtre, je trouve que c'est quand même aussi important de ne pas se foutre la pression et de ne pas forcément savoir ce que tu as envie de faire. Donc je te dirais, garde ton cap, garde ton objectif. Et l'objectif pour moi au lycée, c'est de décrocher ton bac. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je vais laisser place à mes camarades. Donc, on a fini avec l'acte 1 qui était sur la construction de soi. Maintenant, on va passer sur l'acte 2 qui concerne le cheminement de vie. Et maintenant, je vais laisser la parole à Joy. Bonjour à tous. Bonjour Youssef Badr. Donc, je m'appelle Joy et j'ai 23 ans. Et la question que je voulais poser ce soir, qui me tient à cœur, c'est celle-ci. De mon côté, j'ai un véritable blocage dès qu'il s'agit de prendre un risque pour avancer. Dès qu'un projet devient difficile, j'abandonne et je change de direction. Je n'arrive pas à faire preuve de persévérance. C'est comme si la fatigue mentale prenait le dessus et certaines expériences ne m'ont pas aidé. En exemple, des professeurs m'ont longtemps dit « tu ne feras jamais rien de ta vie ». Des responsables m'ont dit « à ta place, moi je me suiciderai ». C'est un peu comme en course à pied. Je sais que c'est en maintenant le rythme dans les montées que l'on progresse. Mais mentalement, dès que la pente se raidit et que je sens l'essoufflement arriver, j'ai immédiatement l'envie de ralentir ou de m'arrêter. Je préfère bifurquer vers un chemin plus plat plutôt que de lutter pour franchir l'obstacle. Je peux citer en exemple la pâtisserie, où j'ai tenu 2 ans avant de jeter l'éponge, faute d'alternance et d'un handicap qui fait que je ne peux plus éventuellement tenir debout et que les médecins m'ont définitivement dit, même si c'est ta passion, laisse tomber. J'ai aussi tenté le secrétariat, mais j'ai arrêté après un entretien où on m'a taillé en pièces et dont je me serais plus jamais relevée, je pense. Et l'informatique, j'ai laissé tomber après de 2 ans à chercher du travail sans rien trouver, sauf même pas des petits jobs miteux, alors que j'avais un bac+2. Vous semblez en échange avoir toujours su prendre des risques pour avancer et visiblement vous savez aussi encaisser la douleur de l'effort pour aller au bout. Alors moi, ma question, c'est comment avez-vous fait pour trouver cette force, cette endurance que je peine à avoir ? Alors déjà bravo à toi, vraiment, parce que je pense que peut-être que les gens ne te l'ont pas dit, mais moi je te le dis, essuyer autant de choses difficiles à encaisser que peu d'adultes supporteraient et être encore debout et être ce soir ici, tu vois, à échanger et tout, c'est quand même quelque chose de très courageux. Donc je pense que tu as du courage et je pense que beaucoup de gens autour de toi, à mon avis, et pas qu'au Cité d'Or doivent te le dire. Donc, merci à tous. Alors en fait, je vais te dire, je ne sais pas si je suis le meilleur exemple, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous mesurez, personne ici, je pense, me connaît, mais je suis vraiment un hyper anxieux de nature. Tu n'as même pas idée. Je stresse pour rien, tout prend des proportions. Tu vois, dans ma vie perso, je pose des questions, 1000 questions à chaque fois, et je pense que c'est l'enfance en fait qu'on a eue,
où en fait on a été, malgré tout le bien que j'ai dit de mes parents, et je le pense vraiment, tu sais, quand tu as grandi dans un univers un peu anxiogène, bah, en fait tu fais pas forcément un adulte apaisé et épanoui. Donc tu vois, tu comptes le moindre truc, je suis toujours dans un calcul, tu vois, si je fais ça, est-ce qu'il va se passer ça? Et tu vois, toujours beaucoup de scénarios dans ma tête, ce qui fait qu'en fait, nerveusement, ça épuise en fait. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et beaucoup de choses malheureuses où en fait, grâce à la vie, grâce à Dieu, en fait, j'ai su en tirer du positif en me disant, il faut que je me serve de ça pour en faire quelque chose de positif. Quand j'étais petit, alors c'est des choses dont j'ai pas spécialement envie de parler, donc j'en parlerai pas, mais tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand j'ai réussi l'ENM, les premières années de fonction, donc j'ai pris mon poste, mes fonctions et tout, et puis je prenais souvent des stagiaires de collègues. On me demandait souvent de prendre des stagiaires. Et puis un jour, je me suis rendu compte que les stagiaires que je prenais, c'était toujours les enfants de mes collègues, les enfants de... C'était toujours des gens qui se connaissaient. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je fais, tu vois, pour aider des gens qui me ressemblent, mais pas forcément que physiquement, tu vois, socialement, qui n'ont pas de personnes, qui n'ont pas de réseau autour d'eux. Et je me suis dit, mais regarde, là, tout ton discours et tout, t'es devenu aujourd'hui un parvenu, t'as oublié. Et puis je me suis dit, il faudrait que je réfléchisse un jour quand même à rendre l'appareil et à essayer de venir en aide à des jeunes, tu vois, qui sont dans le besoin et essayer d'aider les autres, quoi. Et je me disais tout le temps, l'anxiété reprend le dessus, je me dis oui, mais ça va prendre quelle forme, un projet associatif, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais pas et tout. Et puis du coup, j'ai laissé tomber. Puis par la suite, j'ai évolué et puis on m'a proposé parfois des postes intéressants. Et je les ai refusés. Je les ai refusés en me disant non, j'ai pas les épaules, imagine je foire. Et puis je voyais des gens partir autour de moi qui partaient, qui prenaient les postes que parfois, notamment, j'ai des souvenirs précis, des postes en cabinet ministériel où je ne suis pas allé parce que je me suis dit, j'ai pas les épaules. Bah, pourquoi il me propose moi et tout, imagine, il n'est pas satisfait de moi et tout le temps. Et donc, j'y suis pas allé. Et puis, alors, je suis désolé, c'est un peu triste, mais c'est pour te répondre parce que en 2021, donc on est 5 frères et sœurs, un de mes grands frères est mort. Il est mort en dormant. Donc, on nous a appelés un matin et on nous a dit, bah, il s'est pas réveillé. Et en fait, ça a été un choc mais monumental pour ma famille, donc ça a tout éclaté, quoi. Et j'étais devant chez lui, c'était un matin d'hiver, j'étais devant chez lui et en plus c'était en plein Covid, donc c'est très compliqué parce que du coup on savait pas, bon bref, c'est très compliqué. Et je regardais tout ce qu'il avait construit, c'était mon grand frère, le plus petit des 2 grands frères. Et je regardais tout ce qu'il avait construit et tout ce qu'il laissait derrière lui, ses enfants, ses biens. Il avait un restaurant, une maison, enfin tout ce que tu veux. Et je me suis dit, en fait, si je pars demain, qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je fais? En fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie à part mon travail? Et je me suis dit, en fait, la vie, elle est courte. Ma mère, elle me l'a répété depuis tout petit, mais je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait, à quel point c'est vrai. Tu peux partir demain, tu ne le sais même pas. Et je me suis dit, en fait, quand tu as un projet dans la vie, il faut le faire. Quel que soit le prix, quels que soient les échecs. Au pire, tu tombes. C'est pas grave. Tu tombes, tu te relèveras. Si ça marche pas et tout. Et en fait, c'est comme ça qu'est née la courte échelle. Et en fait, aujourd'hui, depuis 2021, je vois les choses différemment. Je ne me prends plus la tête maintenant sur savoir est-ce que l'anxieux que je suis est toujours là. Mais je me pose moins de questions et je me dis, il faut que je réfléchisse en me disant, potentiellement dans une semaine, tu vois, je peux ne pas être là et tout. Et en fait, ça a été un déclencheur important pour moi. Et ce que je veux te dire par là, c'est que moi, je ne suis pas forcément le meilleur exemple. C'est juste que ayant dû batailler beaucoup petit et ensuite à l'école, au lycée, avec parfois certains profs et ensuite ayant dû travailler à côté des études et tout, on a quand même développé dans la famille, il y a plein de gens autour de moi, dans mon quartier et tout, de la débrouillardise qui fait que ça renforce beaucoup. Aujourd'hui, j'estime qu'il faut beaucoup de choses quand même pour m'atteindre. Donc il faut vraiment, je dis pas que les choses ne me touchent pas, mais il faut vraiment beaucoup de choses. Et en fait, du coup, ça dépend beaucoup, le parcours de vie que j'ai eu m'a beaucoup forgé. Et ensuite, le hasard de la vie font que j'ai pris des baffes, des gifles tellement forts, comme la mort d'un frère, comme la mort de mon père, et tout, qu'aujourd'hui, en fait, ça m'a plus renforcé qu'autre chose. Et maintenant, je ne me prends plus la tête, j'essaie de tracer. Et voilà.
Je vous remercie pour votre réponse et je vais désormais passer la parole à Célia. Bonsoir. Je m'appelle Célia, j'ai 25 ans. J'ai l'impression d'avoir toujours été quelqu'un d'engagé et sensible à différentes causes, et tout particulièrement à l'environnement, qui a été le fil rouge de mon parcours scolaire. J'ai d'abord fait un IUT, génie biologie et génie de l'environnement, puis une école d'ingénieur, aménagement environnement. Aujourd'hui, naïvement peut-être, j'ai l'ambition véritable d'améliorer le monde qui m'entoure et d'avoir un impact positif à travers mon futur métier. Je dis souvent que mon projet est de participer à rendre nos vies plus durables, désirables et diverses. Mes valeurs sont donc importantes pour moi et je tiens à ce qu'elles transparaissent dans mon quotidien. Toutefois, depuis quelque temps, je me retrouve face à deux constats. Déjà, beaucoup des amis avec lesquels j'ai fait mon école et qui partagent aujourd'hui ma vie ont commencé à travailler directement après notre diplôme. Ça fait donc 1 an qu'ils et elles travaillent et je me rends compte que la plupart sont dans une période de forte désillusion. Ils et elles prennent conscience de n'avoir que très rarement leur mot à dire dans les projets d'aménagement. Le travail est réalisé, mais les tâches sont effectuées uniquement parce qu'elles ont été demandées. Par exemple, je revois ma colocataire travailler jusqu'à 21h sur un projet d'agrandissement d'un aéroport pour son plus grand bonheur. À l'école, on nous a constamment répété que le travail d'ingénieur n'était pas tant sur l'exécution des tâches, mais également sur la réflexion, sur la pertinence du projet. En parallèle de ces discussions, j'ai récemment lu un livre qui s'appelle « Lettres aux ingénieurs qui doutent ». Tout est dans le titre. Olivier Lefebvre, en ancien ingénieur, explique comment et pourquoi le métier d'ingénieur est par essence même contraire aux enjeux actuels. Très rapidement, c'est un métier qui est favorisé et qui favorise le capitalisme en se basant sur la recherche d'innovation technologique constante, ce qui accélère la déshumanisation du monde du travail. Un complet non-sens avec les enjeux environnementaux selon moi. À la fin du livre, l'auteur nous incite même à suivre son parcours et à déserter, pour se tourner vers des métiers qui ont plus de sens. Je suis donc un peu perdue. J'ai toujours l'ambition d'améliorer le monde et d'avoir un impact positif, mais est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne voie ? Est-ce que je ne devrais pas plutôt me tourner vers un métier qui a plus de sens et de valeur d'un point de vue social et environnemental ? En choisissant de devenir magistrat plutôt qu'avocat, Monsieur Badre, je suppose que vous aviez la volonté de changer le système de l'intérieur et de tendre, comme vous le dites si bien, vers une justice à l'image du peuple français. En parallèle de votre métier, vous avez monté l'association La Courte Échelle, dont vous avez déjà parlé, pour lutter contre le déterminisme social. Et vous aidez aujourd'hui des étudiants à travers la France entière. Vous aviez donc, vous aussi, la volonté d'avoir un impact positif et de changer les choses. J'en viens donc à ma question. Comment réussissez-vous à concilier vos valeurs et vos ambitions citoyennes avec votre vie professionnelle ? Et, comme vous le dites si bien dans une interview, à être plus malin que le système pour faire ce que vous souhaitez réellement, plutôt que simplement ce que l'on vous demande. Alors, c'est une très bonne question que vous posez. C'est vrai que je me suis souvent posé la question de mon utilité en dehors du tribunal et de mon utilité tout court dans un système en fait, judiciaire dans lequel je m'inscris. À la place qu'elle amène aujourd'hui, j'ai pour le coup vraiment le sentiment d'avoir un impact sur les choses, à 3 collégialement, mais parce qu'en fait c'est nous qui décidons au final à l'issue d'un procès. Et donc du coup c'est quand même très important parce qu'une audience correctionnelle, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais effectivement, j'ai ressenti un vide, comme je vous disais tout à l'heure, c'est parti de cette anecdote des stagiaires, mais j'ai ressenti un vide dans ma vie au fur et à mesure des années, il y a 10 ans. Et c'est à ce moment-là, en 2015, que le projet de la courte échelle a commencé à mûrir dans ma tête sans que je sache évidemment où ça allait me mener. L'accélérateur, comme je vous l'ai dit juste avant, ça a été le décès d'un frère où je me suis dit que quand on avait un projet dans la vie, il fallait le faire. En fait, comment j'arrive à concilier les deux ? C'est une bonne question. Je ne concilie plus les deux aujourd'hui. Aujourd'hui, je me fais aider par des bénévoles parce qu'en fait, ça a dépassé complètement ce que j'aurais pu imaginer. Ce que j'aurais jamais pu imaginer, en fait, ça, en réalité. Pourquoi ? Parce que en 2022, quand on l'a lancé, le plus dur dans la courte échelle, c'était de trouver le nom. C'était ça le plus difficile. On a dû brainstormer avec un voisin. Voilà, je ne savais pas du tout comment ça allait s'appeler. Je voulais un nom assez évocateur et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est exactement ça. Ça me faisait vraiment penser à
à mes amis d'enfance quand on était petits. Enfin, notre passion dans le quartier, on avait un immense bois à côté des barres d'immeubles et en fait on faisait des cache-cache géants. C'était vraiment, j'adorais ça. Et en fait on faisait souvent la courte échelle pour grimper dans les arbres pour faire en sorte que je sois le dernier à être trouvé. Et en fait quand il m'a dit ça, je me suis dit c'est exactement ça, c'est aider quelqu'un à s'élever et à s'épanouir et à réussir. Quand j'ai lancé au départ, je voulais aider des étudiants du 93 parce que je travaillais dans le 93. Et en fait, très rapidement, au bout de 2 journées, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais être dépassé par le truc parce que je commençais à avoir des demandes un peu partout. Pendant 2 ans, j'ai géré l'association tout seul. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, très bien fonctionné, parce qu'en fait, je faisais vraiment du cas par cas. Quelqu'un m'écrivait, je regardais c'était quoi sa situation, ce qu'il demandait précisément, et je regardais en fonction des professionnels que j'avais, qui nous écrivaient pour nous rejoindre, avec qui ça pourrait coller et tout ça. Et puis, un jour, il y a une porteuse de projet, on a appris que ça s'appelait comme ça, qui est basée à New York, qui m'a écrit sur LinkedIn et qui m'a dit qu'un ami à elle lui avait parlé de la courte échelle, qu'elle venait à Paris et qu'elle voulait me rencontrer parce qu'elle voulait savoir pourquoi ça fonctionnait aussi bien et aussi simplement. Et donc du coup, à l'été 2024, je crois, elle m'a proposé un café, on s'est retrouvés à Bastille et je me suis à peine assis. Elle m'a dit qu'elle aidait beaucoup de porteurs de projets, donc j'ai expliqué le projet, et elle m'a dit qu'elle savait détecter les signes de quelqu'un qui allait droit dans le mur en burn-out. Elle m'a dit, j'ai accompagné beaucoup de porteurs de projets dans ma vie, il y en a beaucoup qui malheureusement finissent mal, et c'est vrai qu'à l'époque j'étais très fatigué, puisque je cumule ça avec ma vie de père de famille, de président de correctionnel, enfin tout ça quoi. Et donc du coup, je voulais pas lâcher en fait l'organisation parce que je savais aussi que ça fonctionnait. C'est parce que du coup, quand c'est son projet, on le fait. Et en fait, j'ai finalement fini par rencontrer 2 personnes, notamment une qui en fait aujourd'hui gère l'association, enfin les demandes et tout à temps plein. Et moi, j'interviens pour les stages en juridiction, les situations un peu complexes et tout. Donc moi, j'interviens à ce moment-là là-dedans. Donc pourquoi je vous dis ça parce que c'est comme ça que je concilie. En fait, c'est que j'ai appris à déléguer. Et en fait, c'est vrai que pour moi, la courte échelle, ça équilibre ma vie professionnelle, mais de manière, ça équilibre la balance, mais de manière spectaculaire. C'est-à-dire que quand je sors d'une audience correctionnelle, que par exemple, si j'additionne parfois bêtement en rentrant le soir en voiture, et je me dis on a prononcé 45 ans de prison sur une après-midi, je me dis heureusement que j'ai la courte échelle à côté. En fait, voilà, qui équilibre en fait. Et je pense vraiment que ça, à mon avis, ça peut faire écho dans votre vie professionnelle. Voilà, parce que je regarde à côté tous les jeunes du 93, de l'Essonne, de Marseille, de Lyon, qu'on a aidé, les mails de remerciements et tout. Et donc voilà. Et ça, en fait, pour moi, ça donne du sens à ce que je fais, quotidiennement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et on en discutait tout à l'heure avant de venir ici. On a fait tout ça avec aucune subvention publique en l'espace de 5 ans parce que il faut être malin, il faut avoir du temps, il faut savoir avoir des aides publiques. Et en fait, je crois que c'est ça dont on est le plus fier, c'est d'avoir aidé autant d'étudiants en droit en France et d'avoir eu aucune aide de l'État. Voilà, comme ça, on doit être compte à personne. Et ce qu'on a fait, on l'a fait avec le cœur. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je laisse Noah vous parler de sa question. Bonsoir Youssef. Je m'appelle Noah, j'ai 21 ans. Aussi longtemps que je me souvienne, j'éprouve un manque d'organisation de mes pensées, souvent diffuses. Au moment de parler, rien ne sort comme je le veux et comme je l'ai préparé. Ce fut le cas lors de mon oral de BTS. J'ai stressé, tout s'est emmêlé et mon discours ne sonnait pas comme prévu. Cette difficulté ne se manifeste pas uniquement lors d'événements importants, c'est aussi dans la vie de tous les jours, au quotidien. Notamment quand je suis au téléphone pour des renseignements, je stresse, je m'emmêle dans mes propos. Il en ressort des cafouillages ou des propos pas toujours clairs et je le ressens vraiment comme une gêne. Ceci dit, ça ne m'empêche pas de vouloir prendre la parole en premier. J'ai toujours envie de m'exprimer. A l'inverse, dans le domaine artistique, je me sens libéré, sans grande pression et mon éloquence est bien meilleure. Je ne ressens pas cette peur, celle de ne pas être entendu par autrui. Vous qui faites un métier dans lequel l'éloquence est une compétence primordiale, quand vous étiez petit, à l'école, on vous qualifiait de pitre qui faisait rire ses camarades, et aujourd'hui, vous êtes un magistrat porté par l'art oratoire. J'aimerais vous écouter pour savoir comment vous y êtes parvenu à être éloquent. Et pour vous, est-ce un talent inné ou est-ce une compétence que vous avez travaillée ? Alors en fait, dans notre famille, on a toujours eu une aisance à l'oral.
Bon, je pense que c'est quelque chose qui est inné, je pense. Mais comme je suis quelqu'un qui parle très vite et qui parfois a tendance à ne pas articuler tout le temps et qui est on en revient toujours à ça, mais qui est un peu anxieux, en fait, il y a deux choses qui m'ont fondamentalement aidé à être beaucoup plus à l'aise. Je dirais que c'est moins le côté éloquent que le fait d'être à l'aise en toute situation. Il y a deux choses particulières, mais vraiment, qui m'ont aidé. J'ai pas fait le cours Florent, j'ai pas pris de cours de théâtre, j'aurais adoré, mais j'en ai jamais fait. J'ai pas fait des cours d'éloquence ou des cours de média training. Et d'ailleurs, j'ai appris que quand on m'a proposé le poste de porte-parole, on était venu me chercher parce que la conseillère de la ministre m'avait vu dans un documentaire et elle s'est dit c'est exactement un profil comme ça qu'il faut. J'ai pas fait de média training. Quand je lui avais dit est-ce qu'il faut que je me forme et tout, elle m'a dit non, tu restes comme tu es. Il y a deux choses qui m'ont fondamentalement aidé. La première, c'est le marché. En fait, on a fait les marchés quand on était petit. Et en fait, ça nous a aidé à baratiner n'importe qui et en fait à tchatcher avec n'importe qui. Madame Lévy, la dame pour qui je travaillais, elle me disait ça, je veux qu'à 13h on ait tout vendu. Voilà, elle me disait ton grand frère, il était doué, toi t'es un âne, elle me disait tout le temps ça. Ce qui était objectivement pas très sympa en plus, et parce que j'étais plus timide. Et voilà, et donc du coup, en fait, à Argenteuil, à Herblay, à Colombes et tout, en fait on était capable au bout d'un an de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et en fait, le marché, ça m'a énormément aidé. Et deuxième chose, peut-être là, en fait, c'est pour ça que je vous dis, en fait, tous, beaucoup de gens, en fait, ont une chance, mais ils s'en rendent pas compte. Bien sûr, quand on vit dans une tour avec parfois même des dealers, des mecs qui font de la moto et tout, c'est bien sûr qu'on se dit pas waouh, on a une chance de dingue. Mais tous les étés que j'ai passés en bas de mon immeuble, on partait pas en vacances. On était une dizaine et on commençait, je ne sais pas pourquoi, à se vanner entre nous. Et donc il y en avait un qui disait oh ce qu'il t'a dit et tout, et l'autre devait répondre et tout ça. Je vous jure que ça m'a aidé, argument contre argument, thèse contre thèse et tout. Et tous les étés que j'ai passés ou même les soirées que j'ai passées où on se vannait entre nous à se répondre et tout, ça m'a tellement aidé et c'est ça en fait qui m'a donné la répartie qui 20 ans plus tard m'a aidé au grand oral de l'ENM. Quand le président du jury pensait me piéger sur une question, et j'en suis sorti par une pirouette qui a fait exploser de rire le jury, et ils se sont dit, c'est pas le meilleur, mais ce type, il a l'air sympa. C'est vraiment, je pense qu'ils se sont dit. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, je vais laisser la parole à Baptiste. Merci. Bonsoir Youssef. Donc, je m'appelle Baptiste, j'ai 24 ans. Moi, j'ai à cœur de vous partager un questionnement qui persiste dans ma vie. Pour vous dresser mon portrait, j'ai vécu une enfance dans un cadre rural, apaisé, avec ma famille et les amis. Puis, mes parents sont séparés, et donc tout a volé en éclats. Donc ça m'a amené une forte instabilité à tout niveau de ma vie, qui se traduit par de nombreux déménagements, et puis donc un parcours professionnel en arborescence. Également, ça a aussi fait que j'ai le sentiment que ma voix n'a pas de valeur, quoi. Donc, mon avis ne compte pas. Et aussi ne pas avoir d'attache au fait de ces nombreux déménagements. Concrètement, j'ai toujours un sac qui est prêt pour partir du jour au lendemain. Ce qui me pose le plus de problèmes au quotidien, c'est le fait de ne pas me sentir légitime à m'exprimer. Ce qui engendre aussi beaucoup de frustration et de colère. Ça se traduit par une colère qui est assez profonde en moi, et oui, donc violente, mais que je maîtrise en apparence dans le quotidien, mais pour autant, ça m'effraie tout de même. J'ai peur de plus être maître de moi après ça. Et en parlant de colère, c'est peut-être un point commun qu'on a. Vous avez subi beaucoup d'injustices. Et donc, moi, j'essaie de vous questionner sur la gestion de cette émotion. Parce que... Pardon. Celle-là. Dans les recherches que j'ai faites vous concernant, j'ai noté que lors de votre entretien d'orientation au 3e au collège, on a voulu vous mettre en bac professionnel. À ce moment-là, c'est un choix qui est imposé, on ne vous demande pas votre avis. Puis un autre exemple, dans votre livre, il y a une phrase qui a retenu mon attention. Ça me rend dingue.
à propos de la situation désespérée et son soutien des étudiants lors des études et de leur recherche de stage. Alors bon, ma question c'est la suivante. Comment êtes-vous parvenu à faire porter votre voix, à faire passer votre message sans vous mettre en colère? Alors, c'est drôle que vous me posiez cette question, Baptiste, parce que, c'est drôle que vous me posiez cette question parce que, en fait, c'est précisément, j'ai pas remonté aux années collège, et je vais vous parler de moi aujourd'hui, en essayant de pas sortir du cadre. C'est une discussion que j'avais avec des membres de ma famille, pas plus tard qu'hier. Parce que, alors, je sais pas si... je pense que c'est arrivé jusqu'à Lyon, oui, forcément, mais il s'avère que dans le cadre de mes fonctions de présidente correctionnelle, la chambre que je préside, collégialement, a rendu une décision il y a 3 semaines concernant une personne qui est... concernant une personne comme tout justiciable, mais si ce n'est que cette personne est journaliste. Et à la suite du rendu de cette décision, j'ai fait l'objet d'attaques très violentes qui continuent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me suis posé la question de savoir si je venais à Lyon ou pas ce soir. Et c'est allé très très loin, puisqu'il y a eu beaucoup d'articles de presse. Je sais qu'il y a une enquête qui est ouverte à Paris. Donc de la haine en ligne, des menaces, des insultes racistes, islamophobes. Voilà, j'ai été traité de tout. Je suis proche des frères musulmans, comme dit ma femme. Elle dit je suis vie avec un salafiste, je ne le savais même pas, depuis 18 ans. Bon, voilà, je vous en passe, et tout ça, juge à bas bouche et tout ça. Enfin, vraiment, par centaines de milliers. Et en fait, c'est la discussion que j'avais avec mes proches, c'est que, en fait, j'ai de la colère en moi, en fait, de vivre ça, parce que je trouve que c'est fondamentalement injuste. C'est même plus qu'injuste, je ne sais pas quel mot au-dessus d'être injuste, parce qu'on a juste fait, nous, à 3, notre travail. J'ai fait paratonnerre pour mes 2 collègues, tant mieux pour elles, tant mieux, vraiment. Et tout. Mais je ne pense pas que ça justifiait ce qui s'est passé par la suite. Je pense pas, ça ne justifiait pas. Et en fait, pour te répondre, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai de la colère en moi, parce que je n'accepte pas cette situation. Je n'accepte pas d'avoir fait mon travail, que nous ayons fait notre travail, et de me retrouver dans une situation comme celle-ci que je vis mal, forcément, et qui est injuste. Donc pour te répondre, sache que pour moi aussi, c'est un travail de tous les jours là, de me contenir, parce que je peux pas, en fait, je peux pas dire ce que je pense, je peux pas, à la place qui est la mienne aujourd'hui, et en tant que citoyen, je dois l'accepter. Mais en fait, je pense qu'on vit tous des situations d'injustice. Tu vois, au quotidien, ça dépend un peu le degré où ça se situe. Il y en a qui, toi, tu lui dis, je pense que c'est quelque chose qui doit être pas évident à vivre, t'as l'impression que ton avis compte pas et donc c'est insupportable. Il y en a d'autres, ça va se situer à un autre niveau. Moi, tout le monde m'a dit, vous avez fait votre travail de manière irréprochable, personne n'a rien à dire, et pourtant tu te retrouves dans ta situation. Bah du coup, je trouve que c'est injuste, mais je prends sur moi. Je prends sur moi et je le vis comme une épreuve et je me dis, il va en sortir forcément quelque chose de positif. Donc, comment je fais ? Je ne sais même pas si je peux te répondre. C'est un travail de tous les jours. C'est une lutte de tous les jours. Je sais que ça m'épuise nerveusement. Mais je vis avec. Voilà. Et ce que je veux te dire, très important, c'est que, en fait, on vit probablement, comme d'autres dans cette salle, j'en suis sûr, on vit sûrement la même chose. Voilà. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que tu n'es pas seul, Baptiste. Voilà. Tu n'es pas seul. Parce que crois-moi que moi aussi, c'est un volcan. Mais par moments dans ma tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Youssef. Donc, on a terminé pour le 2e acte. Et donc, je vais inviter mes collègues à suivre. Merci encore. C'est l'audition la plus épuisante que j'ai eue, je pense. Bonsoir. Donc, nous sommes le groupe de l'acte 3 sur la thématique de faire face. Bonjour, je m'appelle Aileen et j'ai 19 ans. Je suis partie de chez mes parents seule, à 17 ans, en passant de Montpellier à Lyon. J'ai commencé la fac en art du spectacle, mais j'ai abandonné avant la fin du 1er semestre en raison d'une santé mentale précaire. Je suis restée sur Lyon et pour payer un logement, j'ai travaillé et gardé ma bourse sur le côté. Début d'année 2025, j'ai dû rembourser 2500 € de dette au Crous et j'ai été refusée de partout sur Parcoursup. Ça a été une période compliquée et m'en sortir était une épreuve. Cette année, j'ai donc intégré les Cités d'Or en service civique.
j'ai décidé de redonner une chance aux études après ces 2 ans de pause. Je me suis réinscrite à Parcoursup cette année et j'ai été prise à la fac d'anthropologie. Je ressens une hâte, mais aussi de la peur. Je sais que vous avez aussi eu des difficultés avec les études et que ce n'était pas linéaire. Vous avez vécu une baisse de motivation avec une peur de l'échec en M2 et vous avez vécu une situation de précarité en enchaînant les cours et des petits boulots. Dans votre livre, vous dites aussi que votre santé mentale a été mise à l'épreuve dans votre parcours. Cette année, j'ai peur d'échouer à nouveau et de mettre à mal ma santé mentale. Je souhaite donc vous demander comment avez-vous surmonté cette peur de l'échec et surtout comment rester motivé. Alors, la peur de l'échec, je l'ai surmontée que le jour où je me suis mis à l'abri financièrement, c'est-à-dire le jour où j'ai réussi le concours et je savais que j'allais rembourser les 15 000 € que je devais à la BNP. Donc il n'y a que à ce moment-là. Si tu veux, moi, la peur de l'échec, je vivais avec en tant qu'étudiant, mais je pense que c'est un sujet qui, d'ailleurs, dont on parle finalement très très peu, mais qui est unanimement partagé par les étudiants, à savoir le mal-être des étudiants et la violence en fait mentale des études de droit. Je dis souvent, mais c'est la vérité. Enfin, si on mettait des adultes dans la même situation que certains étudiants, c'est-à-dire à sauter des repas, à essayer de voir par des systèmes de débrouillardise comment s'en sortir en cumulant et l'exigence des études et le fait de devoir travailler à côté, en leur faisant faire des trajets parfois d'1 heure ou d'1 heure et demie et tout, et je suis sûr que même des adultes finiraient par renoncer. Donc la peur de l'échec, je ne l'ai surmontée qu'une fois réussi le concours. Et donc je te dirais, ou je vous dirais, d'aller à la fac et de voir comment les choses vont se passer. Et pour paraphraser une célèbre phrase d'un pape, n'ayez pas peur. Voilà, ne pas avoir peur. C'est facile à dire, mais j'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise plus souvent quand j'étais à la fac. Voilà, et ça c'est très important. En fait, la seule chose qui peut vous arriver, c'est de réussir. Voilà, c'est de réussir. Et ça, je pense que c'est aussi important. Moi, je vous dis ça, mais je suis quelqu'un qui voit souvent le verre à moitié vide. Et je pense que c'est très important de voir le verre à moitié plein. Aussi, être capable aussi de le faire. Donc comment j'ai surmonté ça? Je ne l'ai jamais véritablement surmonté. Jusqu'à ce que je me mette à l'abri financièrement. Moi, j'avais une obsession, une trouille. C'était, premièrement, de rater, évidemment, d'échouer. Mais surtout, la pire chose qui m'a vraiment mis de l'eczéma, vraiment j'en dormais mal, c'était de me dire, imagine, tu rates le concours une 2e fois et c'est tes parents qui remboursent ton prêt. Je me disais, mais c'est la double peine, quoi, vraiment double peine. Je me dis, leur faire ça, après tout ce qu'ils ont fait pour moi, et donc du coup, ça a fonctionné, tant mieux, et parfois il faut savoir être capable de transformer cette situation de stress en énergie positive. Voilà, il faut être capable de le faire, c'est vraiment très important, mais il faut aussi qu'il y ait des gens autour de vous. Je ne sais pas si tu as des parents présents, des frères et sœurs ou des amis. Il faut qu'ils soient derrière toi pour te dire tu vas réussir, et voilà, et tu vas réussir. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Adam. Bonsoir Youssef. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 16 ans. J'ai pour projet de faire un CAP en commerce. Comme vous, je suis également issu de l'immigration. Je suis d'origine italienne et marocaine. Je suis né en Italie, j'ai grandi là-bas et à l'âge de 10 ans, j'ai déménagé en France. En m'informant sur votre parcours, j'ai constaté que vous avez subi de la discrimination et du racisme banalisé. Par exemple, dans votre livre, vous faites part des professeurs particulièrement racistes que vous avez côtoyés. Un professeur d'histoire-géographie et votre prof principal, en classe de première. Et ensuite, dans vos études supérieures et votre jeune carrière, on vous a confondu plusieurs reprises avec un homme d'entretien, le chauffeur du président du tribunal ou encore un prévenu. Tout comme vous, j'ai vécu ces situations en Italie et en France. J'ai 2 exemples à vous donner. Le premier, c'est quand j'étais petit, les professeurs étaient moins indulgents avec moi qu'avec les autres enfants italiens blancs. Le deuxième s'est produit lors de ma recherche d'alternance. Un jour, j'ai eu un entretien dans une boulangerie à Pierre-Bénite, en banlieue lyonnaise. Je suis entré, je me suis présenté et ils m'ont dévisagé et ils m'ont demandé à plusieurs reprises de manière assez insistante si c'était bien moi pour le poste. Je n'ai évidemment pas eu le poste, bien qu'il soit resté vacant. Voici ma question. Comment vous êtes parvenu jusqu'à aujourd'hui surmonter cette défiance raciste pour poursuivre votre chemin dans un milieu où les minorités sont un peu présentes ? En fait,
pour le bouquin, j'ai été invité un peu partout en France, où je suis allé vraiment partout, et c'est marrant parce qu'un des reproches qui m'a été souvent fait, gentiment évidemment, mais un des reproches qui m'est souvent fait, c'est qu'on me dit c'est dommage, Monsieur Badre, votre argumentaire et tout, on y souscrit et tout, mais il manque vraiment la dernière étape. Pourquoi vous dites pas qu'il y a du racisme systémique en France? Parce qu'en fait, c'est pas ce que je pense vraiment. Et en fait, ce que je viens de traverser là depuis 3 semaines, à me manger des insultes quotidiennement là-dessus, ça m'a vraiment fait réfléchir et fait revenir en arrière. Et ça m'a fait changer en fait et voir les choses différemment. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que oui, des gens qui sont racistes, qui sont xénophobes, qui n'aiment pas les étrangers, bien sûr qu'il y en a, évidemment, mais il y en a dans toutes les sphères de la société. Dire que le système l'est, je ne suis pas sûr. Mais je ne pensais pas en fait que ce que j'ai vécu petit et au lycée avec différents épisodes avec des profs et à l'université ou parfois même au tribunal, moins avec des collègues que sur par exemple, tu vois, tu arrives dans un bureau, on te dit vous êtes l'appariteur ou vous êtes quelqu'un du service informatique ou non, les prévenus c'est pas ici que vous attendez, il faut attendre de l'autre côté, voilà. Bon, si tu veux, je me disais c'est un petit phénomène en fait, c'est parce que les gens sont habitués à voir des prévenus maghrébins ou noirs et une justice, oui, composée, c'est pas un gros mot, le ministre lui-même le dit, à grande majorité blanche, allez dire, et c'est pas un gros mot que de le dire, tu rentres dans un tribunal, c'est la vérité. Voilà, après ça veut pas dire que sociologiquement les gens sont tous les mêmes, mais et en fait ce que je viens de traverser là a vraiment tout bousculé. C'est-à-dire que quand tu reçois tous les jours par dizaines de milliers des insultes de sale arabe, rentre chez toi, vivant en 2027 pour la remigration et tout, je me suis dit, mais en fait, je pense que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Donc en fait, aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est peut-être la première réponse que je vais te faire où je ne peux pas répondre à ta question. Comment je le vis aujourd'hui, en fait, ça a tellement bousculé les croyances que j'avais et voilà, et les messages postés par des gens anonymes sur les réseaux sociaux où j'ai fini par m'en extraire, qu'aujourd'hui, en fait, je ne sais plus comment l'affronter. Et je ne sais pas comment... quand j'étais petit, je me mettais une carapace, j'avançais et je me disais, c'est pas grave, ça va bien se passer. Aujourd'hui, je me dis, c'est pas possible que autant de personnes, autant de centaines de milliers de personnes aient pu écrire un truc pareil. Ça dit quelque chose de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et je trouve que on parle très peu, en fait, finalement, de racisme aujourd'hui. Et quand on en parle, les gens vous disent, oui, mais vous vous victimisez toujours, c'est insupportable et tout. D'accord, mais moi, là, ce que je viens de voir là, c'est quand même un sujet. Pour moi, ça me prouve quand même aujourd'hui qu'il y a quand même un fond raciste qui est très important. Et donc, je suis en fait aujourd'hui incapable de te répondre parce que je suis encore bousculé, si tu veux, par la tempête et par le raid numérique que je viens d'essuyer. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui subirait ça, je serais incapable de le conseiller parce que moi-même, je suis incapable de prendre une décision rationnelle là-dessus. Là. Merci beaucoup pour votre réponse. Je donne la parole à Ahmed. Bonsoir Youssef, je m'appelle Ahmed et j'ai 24 ans. Pour vous partager mon témoignage, j'ai longtemps été le seul maghrébin dans un lycée catholique, un établissement où la majorité des élèves étaient issus de milieux assez éloignés du mien. Au début, je pensais que cette différence aurait pu créer une distance entre les autres et moi, mais je me suis vite rendu compte que ma présence ne semblait pas les déranger, du moins pas de la manière dont je l'avais imaginé. Je crois que cela venait en partie du fait que je correspondais à l'image de l'arabe acceptable. J'avais les codes de cet environnement. Je parlais de la même manière qu'eux, je partageais certains de leurs goûts, et je ne renvoyais pas à l'image stéréotypée qu'on pouvait avoir des jeunes issus de l'immigration. Je n'étais pas perçu comme une menace, mais plutôt comme une exception. Avec le temps, j'ai compris que cette acceptation avait quelque chose d'ambigu. On m'appréciait parce que je rassurais. J'étais différent, mais pas trop. Ma culture, mes origines, ma religion existaient, mais restaient assez discrètes. D'une certaine manière, je pouvais être intégré parce que je ne correspondais pas aux représentations négatives qu'on pouvait associer aux Maghrébins. Cette expérience m'a fait réfléchir à la façon dont certaines personnes sont acceptées, non pas simplement pour ce qu'elles sont, mais parce qu'elles correspondent à une version qui dérange moins. J'étais toujours maghrébin, mais je rentrais dans une catégorie qui semblait plus facile à accepter. Cela m'a appris que le problème n'était pas seulement d'être différent, mais aussi la manière dont la société choisit quelle différence elle est prête à tolérer. Aujourd'hui, je comprends que mon expérience était particulière. Le fait d'être accepté ne signifiait pas forcément que les préjugés n'existaient pas. Je sais qu'il vous est arrivé plus d'une fois qu'on vous méprise ou qu'on vous stigmatise, alors qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus le maghrébin en survêt, mais celui qui porte la robe.
C'est pour ça que je me demande si vous avez déjà eu le sentiment au cours de votre carrière de devoir prouver davantage votre légitimité en raison de vos origines, et à partir de quand avez-vous été vu pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous représentez. Alors en fait, pendant très très longtemps, que ce soit à l'école ou à l'ENM ou sur les premières années de fonction, je travaillais énormément. J'en faisais vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et je me suis rendu compte que j'avais en fait un besoin de prouver que j'étais vraiment à ma place. Vraiment à ma place à chaque fois. Et ça rejoint un peu la réponse que je faisais tout à l'heure, parce que quand tu travailles, la magistrature, c'est un petit milieu en fait. Donc très rapidement, on te dit, ah bah lui, il bosse bien, lui, il fait ça bien, lui, voilà, tu peux vite te faire, entre guillemets, repérer. Et en fait, pendant les premières années, quand on venait pour me dire, ah tiens, ça te dirait par exemple d'aller à la chancellerie, à la direction des affaires criminelles et des grâces et tout ça, je me disais, ah bon, t'es sûr? Non, je pense pas, et tout. Et en fait, ça rejoint la question que vous posez. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis dit, t'as intégré l'ENM, voilà, t'es déjà à ta place, c'est déjà exceptionnel, fais ton taf et n'en demande pas plus. Et donc du coup, pendant très longtemps, je me suis dit, je vais juste faire mon boulot, essayer de bien le faire et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un besoin d'être accepté. Par exemple, dans les réunions, je ne sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, je n'osais pas prendre la parole. Je me disais, est-ce que mon avis il est vraiment pertinent et tout. Et une de mes procureurs à Bobigny, lorsque je partais, elle m'évaluait et elle me disait, je t'ai déjà vu. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, d'ailleurs, c'était l'ancienne procureure générale de Lyon, l'avant-dernière, Fabienne Klein-Donati, et que je connais, que j'apprécie énormément. Et je pense que c'était réciproque. Et elle me disait, elle avait une capacité à flairer les gens de manière assez dingue. Et elle m'avait dit, je te vois en réunion. Et en fait, tu dis rien et tout. Et quand on te donne la parole, ce que tu dis, en fait, c'est très juste. Elle me dit, faut que tu t'exprimes un peu plus. Et en fait, j'ai mis des années à. Et puis, en fait, un jour, j'ai fini petit à petit par enlever les ballons d'illégitimité qui étaient accrochés à moi. Donc, ils sont partis les uns après les autres et tout. Et puis, en fait, un jour, tu finis par prendre tes fonctions, arriver dans un tribunal, et puis ne plus te poser de questions. En fait, ça met des années, mais tu finis par ne plus te poser de questions. Tu es à la place où tu dois être. Parce que c'est comme ça, parce que c'était destiné, parce que c'est ton destin, parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas un endroit sur Terre où je me sens mieux qu'à l'audience. Voilà, quand je suis à l'audience, quand l'audience a commencé, quand je suis face aux prévenus, ou truc, voilà, je me sens chez moi, je suis chez moi. Voilà. Super. Merci pour votre réponse. Je vais passer la parole à Eogan. Bonsoir Youssef, dernière question pour vous. Je m'appelle Eogan, j'ai 18 ans et ce soir je vais vous parler de rap. Pour moi, le rap est un réel soutien dans ma vie, un vecteur d'émotion. En juillet 2023, j'ai perdu mon seul et unique grand-parent. À ce moment-là de ma vie, j'étais seul et au plus bas. Pour m'accompagner dans mon deuil, je n'avais que le rap, en écoutant principalement des artistes PNL et Solalune. Les émotions que transportent leur écriture directe ou encore imagée, leur interprétation et les prods m'ont grandement aidé. Le rap m'a aussi apporté une vision plus concrète d'un quotidien que je ne connais pas, de ceux qui vivent la précarité et la discrimination. Cela m'aide à relativiser sur ma situation. Vous aussi, vous êtes un grand amateur de rap. Bon, pas de la même génération que moi, car pour vous, l'âge d'or, c'est entre 97 et 2004, avec Sniper ou encore NTM. Vous participez au rayonnement de cette culture, avec l'événement du procès du rap, qui s'est tenu le 7 avril dernier à l'Olympia. Donc j'aimerais savoir ce que le rap représente pour vous, et ce qu'il vous apporte dans votre vie. Alors, l'âge d'or, effectivement, je situe à cette période-là, mais j'écoute beaucoup d'artistes que tu écoutes aussi, et je pense qu'à mon avis, on doit écouter la même chose. Après, le rap, c'est quand même aussi un petit milieu, même s'il y a beaucoup d'artistes. Le rap, il m'apporte deux choses. La première, c'est ça me permet d'être nostalgique. Parfois, il m'arrive d'écouter des artistes sur mon fil Spotify, je sais pas, je pense à la Funky Family ou le 113 et tout, et ça me permet de revenir 20 ans en arrière, et j'aime bien souvent m'arrêter et repenser au passé, revenir en arrière, repenser au chemin parcouru. En fait, le rap me permet, si j'écoute une chanson, un son, quel qu'il soit, je sais exactement dans quelle période de ma vie j'étais. Voilà, en fonction des études, parce que ça a vraiment rythmé toute mon enfance. Et ensuite, aujourd'hui, en fait, il m'apporte la même chose que toi. Par exemple, je vais avoir un moment de fatigue ou un moment de démotivation, j'ai une tâche à faire que
ça me saoule de le faire et tout. Je vais mettre du rap dans les oreilles, peu importe. Franchement, ça peut être Nino, ça peut être PNL, ça peut être vraiment n'importe quel artiste du moment. Et en fait, ça va me permettre de me motiver et de me rebooster. Donc en fait, il fait exactement la même chose. Et c'est marrant que tu dises ça. C'est drôle parce que tu vois, on ne s'est jamais rencontrés. Mais je me souviens que le jour où mon frère est mort, le soir, je suis rentré chez moi, on était en plein hiver, et la première chose que j'ai faite en rentrant chez moi, mes enfants étaient couchés, c'est d'aller sur le canapé et d'écouter du rap. Et je sais exactement ce que j'ai écouté ce soir-là. C'est une chanson qui m'a beaucoup accompagné ensuite par la suite. Et voilà, donc en fait, je pense que le rap, il a la même chose il véhicule la même chose que ce qu'il fait pour toi. Voilà. Merci. Et j'ai une deuxième question. Parce que écouter du rap et être magistrat, c'est pas commun. Est-ce que c'est compliqué à vivre à des moments avec certains collègues ou comment... Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. En fait, je pense qu'il y en a plein qui écoutent du rap, mais qui ne le disent pas forcément. Mais par exemple, mes 2 assesseurs, notamment une de mes assesseurs, je me suis rendu compte qu'elle n'est pas du tout la même génération. Elle a 3 ans de fonction, Laura, et elle m'a fait découvrir aussi des artistes et tout. Donc non, en fait, je pense que c'est beaucoup plus démocratique que ça, et notamment dans la magistrature. Peut-être que c'est une question générationnelle, mais c'est beaucoup plus démocratisé dans la magistrature. C'est juste qu'on pense pas forcément à demander ou que certains le disent pas comme ça. Mais je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de juges qui écoutent du rap qu'on ne veut bien le croire. Et je pense que c'est à mettre à notre crédit par ailleurs. Merci. Merci infiniment, Monsieur Badr, d'avoir répondu avec tant d'authenticité à nos questions. Nous aimerions vous proposer de conclure. Est-ce que vous souhaitez partager avec nous ce que vous avez vécu ce soir, ou si vous aviez envie de nous dire quelque chose? Eh ben oui, enfin, je sais pas si j'ai envie de vous dire quelque chose de particulier. Peut-être on m'a dit qu'il y avait beaucoup ou des étudiants. Il y a une élève de 3e qui m'a donné une lettre de motivation pour un stage aussi. D'ailleurs, il faut qu'elle m'écrive son adresse mail surtout, parce que je crois que sur la lettre elle y est pas. Que je vais prendre en stage en décembre avec grand plaisir. Enfin, si elle peut venir à Bobigny naturellement. Non, ce que je voudrais vous dire, c'est que peut-être qu'on me reprochera de faire de la politique que je ne fais pas, mais encore une fois, j'en reviens à ce qui s'est passé récemment. Ça me fait dire ce que j'ai dit à des jeunes récemment. J'étais le parrain d'un prix d'égalité des chances dans le Val d'Oise il y a une semaine, où on remettait en fait des chèques à des étudiants plus ou moins conséquents. Ils étaient venus nous présenter des projets et tout, puis là on leur remettait les chèques, donc ils pouvaient partir pour certains à Singapour, à l'étranger, certains monter des structures et tout, donc c'était très important et ça me tenait vraiment à cœur en tant que Val-d'Oisien de le faire. Et je vous dirais la même chose que je leur ai dit. Voilà, il y a des gens qui veulent nous diviser aujourd'hui en France, vous dire que voilà, parce que vous êtes issus de l'immigration ou quoi que ce soit, donc vous êtes des militants pro-diversité. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Moi, je vois la France comme un énorme mélange, mais qu'on est tous français. Et j'ai envie de m'adresser aux jeunes et de leur dire vraiment aller au bout de vos projets. Aller au bout de vos projets, de vos études, c'est hyper important de devenir des citoyens et de devenir aussi des gens qui comptent et qui peuvent ensuite faire le bien autour d'eux, tendre la main aux jeunes, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs origines, et quand on est animé par un seul bien commun qui est la réussite de l'autre. Et voilà, parce que je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut qu'on arrête de se regarder voilà, en se disant un tel va prendre ma place et tout. C'est pas vrai, personne va prendre la place de l'autre. Et voilà, et ce que je veux dire aux jeunes, c'est que moi, ce que je retiens de ce que je viens de traverser là aujourd'hui, c'est que ça me conforte en réalité dans ce que je fais à la courte échelle et de me dire, voilà, j'ai envie d'aider des gens qui ont du cœur et qui ont envie d'aider les autres, parce que je pense que c'est hyper important pour l'avenir de notre société, qu'on ne soit pas en train de se regarder de travers les uns les autres, mais qu'on soit plutôt en train de se regarder avec un regard bienveillant et qu'on puisse se dire, Adam à côté de moi, il ne va pas prendre ma place. Et au contraire, si je peux l'aider à s'insérer et à devenir quelqu'un qui lui ensuite aidera quelqu'un d'autre, c'est ça moi aujourd'hui qui m'importe, parce qu'on en revient toujours à ce que je vous disais tout à l'heure, la vie elle est archi courte, je pense qu'on se rend pas compte à quel point la vie elle est courte et que voilà, bon, voilà, il y a tellement d'autres choses que j'aurais voulu vous dire, mais je vais m'arrêter là-dessus.
Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses et d'avoir écouté notre équipe ainsi que notre invité. Merci à nos CPO, Laurence, Sophie et Ludovic, ainsi qu'à Marion et Clotilde de nous avoir aidés à accomplir ce projet. Merci également à la BML de nous avoir accueillis et à l'équipe qui a permis à cette audition publique d'être possible.